Merci. Alors, effectivement, vous allez voir la différence. On a une vision d'ingénieur, on a une vision, je dirais plus... Qu'est-ce qu'on va dire ? On va éviter l'école des chartes quand même, parce que c'est un peu loin, hein, mais on va avoir une vision peut-être plus imprégnée par la notion de nucléaire et malgré tout une responsabilité d'acteur. Puis vous allez avoir une troisième vision qui est la mienne, qui est celle d'un pur chercheur géographe, et où donc je vais recouper en réalité de manière assez étonnante, parce qu'on ne s'était pas tout à fait réparti le travail comme ça au départ, mais c'est pas grave, c'est toujours le charme de ce genre de choses, où donc moi je m'intéresse à la question des ambitions spatiales et des ambitions stratégiques en tant que telles. Donc je vais revenir sur les différentes déclinaisons du mot stratégique que vous avez tous les deux employé, en essayant de montrer à la fois les permanences et les changements. Alors, vous n'allez pas être dépaysés, puisque je vais effectivement, mais je vais passer très vite puisque Nicolas vient de le faire, rappeler qu'effectivement, à l'origine de l'ère spatiale, vous avez des dimensions stratégiques qui sont marquées par le contexte bien particulier de cet affrontement entre les États-Unis et l'Union soviétique, avec une valorisation différente de la relation au nucléaire. Donc du côté des Américains, l'intérêt du spatial, c'est d'abord l'intérêt des satellites d'observation de la Terre qui permettent d'avoir une capacité à cartographier le territoire de l'Union soviétique, chose très importante pour deux raisons. D'une part, comme l'évoquait Nicolas, la facilité à se rendre compte éventuellement de ce missile gap potentiel, mais ça viendra après, et puis dans un premier temps, d'avoir, je dirais, la possibilité éventuellement de faire des frappes, qui auraient pu être des frappes nucléaires à l'époque, sur des objectifs géographiquement identifiés grâce à ce survol et cette observation régulière de la Terre. Alors, puisqu'on parlait des miracles qu'on peut trouver sur Internet, donc il y a cette histoire des satellites que j'évoquais la semaine dernière, qui sont des grosses capsules qui sont récupérées par avion lorsqu'elles reviennent sur Terre avec quelque chose qui est absolument fascinant, un filin dans lequel la capsule se prend. Et bon, les escadrons qui étaient chargés de faire ce genre de truc ne savaient pas trop exactement ce qu'ils récupéraient. Il y a maintenant des tas de témoignages, il y a des centaines de pages là-dessus, mais ils expliquent bien qu'ils étaient les meilleurs, ils avaient un entraînement très très intensif, et ça devait être quand même quelque chose pour le coup d'assez sportif. Ça a quand même duré, vous allez le voir, pendant un certain nombre d'années. Côté soviétique, c'était autre chose. Côté soviétique, c'était d'avoir, et là on retombe sur ce qu'expliquait Christian, un missile intercontinental de manière à pouvoir menacer le territoire américain, puisque si les Américains disposaient de bases en Europe qui leur permettaient de menacer directement au tout début l'Union soviétique, dans l'autre sens évidemment, l'Union soviétique, elle, devait traverser l'océan pour aller frapper les États-Unis, d'où d'ailleurs tout l'intérêt pour eux qu'auraient eu évidemment des missiles à Cuba. Et en parallèle, et c'est ça qui est intéressant, c'est sur ça que je veux insister dès le début, c'est que le spatial, c'est oui, il y a un domaine stratégique, militaire tout à fait évident, qui représente une part extrêmement importante de l'activité, mais vous avez aussi un volume civil, et dans le cadre de justement les débuts de l'ère spatiale, c'est l'année géophysique internationale, donc une manifestation scientifique internationale qui a servi de cadre à l'annonce du lancement du premier satellite par les Américains dans un premier temps, puis par l'Union soviétique qui derrière à son tour a déclaré être prête à donner ses moyens de connaissance. Et là, on est dans l'idée que le satellite est quelque chose qui va permettre aux gens sur Terre de saisir toute une question qui nous préoccupe beaucoup aujourd'hui, mais qui se posait déjà à la géophysique dans les années 50, à savoir comment s'effectue l'interaction entre la Terre et l'atmosphère. Et ce qu'on lit aujourd'hui sur la COP21 et tous les nouveaux systèmes de satellites qui vont pouvoir aller mesurer les effets de serre et donc les molécules de carbone qui sont dans l'atmosphère, etc., c'était quelque chose qui, sous une autre forme, existait déjà dès les années 1956 et qui mettait en place un volet de coopération. Alors, c'est très intéressant le spatial, parce que quand vous fouillez, c'est toujours un domaine extrêmement ambivalent. D'un côté, vous évoquez Kennedy, Nicolas évoquait Kennedy avec la course à la Lune, et en même temps, une fois que cette course à la Lune a été lancée, et on le sait moins, Kennedy avait déclaré et offert aux Nations Unies la possibilité d'une coopération avec l'Union soviétique pour précisément faire cette conquête de la Lune. Alors, quelles étaient les raisons qui étaient derrière l'ambition de Kennedy ? Alors, on pense que la première raison, c'était qu'il était en train de réaliser que finalement, ça allait coûter très très cher,
et que c'était peut-être pas aussi indispensable et aussi nécessaire. Donc il y avait une forme quand même un petit peu de prise de distance. Et puis l'autre raison, c'est que finalement, ça aurait été l'occasion pour les États-Unis d'avoir un accès aux réalités des capacités spatiales soviétiques de l'époque, ce qui les intéressait beaucoup, parce qu'ils auraient bien aimé savoir exactement quel était le niveau technologique des soviétiques. Donc Kennedy ayant été assassiné, la proposition n'a jamais été reprise, proposition auquel l'Union soviétique n'avait pas répondu, mais qui est intéressante parce qu'elle montre que vous avez quand même cette continuité qui existe, continuité qu'on a retrouvée quand on évoquait cette grande période de détente, donc jusqu'en 72 avec les accords ABM, 78 les deuxièmes accords SALT-ABM, et entre les deux 75 cette mission conjointe Apollo-Soyouz, dans lequel un vaisseau Apollo que les Américains économisent en ne l'envoyant pas sur la Lune, aux grandes dames d'ailleurs de la communauté spatiale, se couple avec un vaisseau soviétique pour faire une grande démonstration où finalement les deux équipes lançaient chacune de leur pays, ayant travaillé pendant 4 ans pour faire en sorte que les systèmes soient compatibles, passent d'un sas à l'autre pour se serrer la main symboliquement dans l'espace, reviennent chacune dans leur vaisseau et rentrent chacun chez soi. Donc c'est quand même une dimension qui a ses limites, hein. On voit bien ce que ça veut dire. C'est une préfiguration, diront certains, de l'ISS beaucoup plus tard. D'une certaine manière, oui, parce qu'il y a eu un premier apprentissage technique, y compris culturel à cette époque-là, mais fondamentalement, vous avez cet usage politique et ces dimensions idéologiques du spatial qui sont très anciennes et qui ont toute une dimension stratégique, parce que bien évidemment, le volet militaire étant à part, l'idée par exemple d'avoir un leadership dans un monde en train de se décoloniser comme dans le monde des années 60, c'est extrêmement fort. Et parmi l'amertume des États-Unis et des soutiens occidentaux aux États-Unis, il y avait le fait que la démonstration de toutes les premières soviétiques, donc premier satellite, première photo de la face cachée de la Lune, premier homme dans l'espace, première femme dans l'espace, premier rendez-vous, etc., tous ces éléments servaient à crédibiliser l'idée que finalement le choix du système marxiste, avec sa préférence donnée à la science et son soutien idéologique, finalement permettait de faire des réalisations d'hommes nouveaux, c'était ce qui était employé avec Gagarine, qui était théoriquement jugée, ou en tout cas présentée comme plus convaincante que celle des États-Unis, dont on voyait déjà la richesse. Alors, ça n'a pas duré très longtemps, mais la période 57-65, on va dire, puisque c'est à partir de 65 que les choses redeviennent claires pour tout le monde et qu'on voit bien qu'effectivement les États-Unis ont repris le leadership, mais cet aspect était aussi un aspect stratégique très fort, puisqu'on était à l'époque des choix des anciennes colonies qui orienté, alors l'Inde faisait le choix du non-aligné, mais pour les autres, c'était tantôt le côté soviétique, tantôt le côté américain, et donc le partage des deux blocs qu'on connaît bien. Alors cette planche, moi, je l'aime beaucoup. Alors j'ai peur que vous n'y voyez pas forcément grand-chose, mais bon, quand même, la grande masse de rouge, elle ressort bien. Donc bon, là, je dirais que j'ai fait un effort d'imagination cartographique absolument fabuleux, puisque j'ai représenté l'Union soviétique en rouge, les États-Unis en bleu et les nations asiatiques en jaune. Oui, je suis assez fière. Bon, enfin, moins comme ça, tout le monde le mémorise facilement. Alors l'Europe, il me restait le vert, donc les Européens, nous sommes en vert. Donc ce qu'on constate, c'est uniquement... Alors chaque petit carré représente un satellite lancé. Oui, j'adore faire ça. Donc c'est un passe-temps absolument fantastique. Là, aujourd'hui, on en est à 7850 satellites. Et pour évoquer le scénario des petits satellites désagrégés qu'on va pouvoir reconstituer, là je pense que c'est la première qui va être dissuadée de continuer, c'est moi, parce qu'on arrive à lancer jusqu'à 120 satellites par an, on lance même des petits satellites par les hublots de la Station spatiale internationale, donc ça devient vraiment très très compliqué, et c'est vrai qu'on est à un tournant de l'ère spatiale, je vais y revenir dans 2 minutes. En attendant, ce que vous voyez ici, c'est que tous ces satellites bleus, là, du départ des années 60, ça correspond en fait à ces satellites d'observation de la Terre que j'évoquais. Alors j'essaie de voir si je peux réussir à récupérer mon pointeur. Est-ce que là vous le voyez? Non.
Non, mais en revanche, j'ai changé de planche. Voilà. Donc, le départ, ce sont ces satellites américains. Et on voit bien que finalement, la capacité d'observation et l'intérêt pour l'observation de la Terre depuis l'espace à des fins militaires, c'est quelque chose qui arrive plus tard en Union soviétique. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, l'Union soviétique avait beaucoup moins de difficultés à se procurer des cartes du territoire américain et à avoir des informations sur ce qu'étaient les forces américaines que l'inverse, le secret faisant partie de la posture stratégique soviétique. En tout cas, ce qui est intéressant là ici, où on n'a pas trop le temps de détailler l'ensemble de cette planche, c'est ce point d'inflexion que vous avez ici et qui se situe dans les années 2000 et où là, d'un seul coup, vous voyez que fin d'Union soviétique, fin de la période Helsinki, vous n'avez plus de possibilité véritablement côté russe de reconstituer des forces comme elles n'ont jamais été au préalable, puisque l'originalité du système soviétique, ça a été de garder pendant très longtemps ces systèmes à courte durée de vie qui étaient remplacés en permanence. Et d'ailleurs, c'est amusant de voir comment la technologie étant toujours la même, cette idée de désagrégation et de renouveler un stock de satellites par d'autres satellites qui seraient lancés très facilement, les premiers qui l'ont eu, c'est quand même bien l'Union soviétique. Alors pas pour des raisons de grande stratégie, mais juste pour des raisons qui faisaient que ça coûtait beaucoup moins cher d'avoir un système intégré, le lanceur et le satellite, avec à l'intérieur des capteurs qui étaient relativement simples. Donc toujours est-il que là, le trait, la planche est tirée, c'est fini, mais en revanche, ce qu'on voit apparaître progressivement, alors les satellites américains demeurent, et ce sont des satellites d'une multimission extrêmement performants qui font qu'on dit qu'aujourd'hui, les États-Unis sont capables d'avoir en permanence une vision complète de la Terre, tout temps, nuit et jour. Bon, je ne suis pas tout à fait certaine que ça soit vraiment 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et 365 jours sur 365, mais en tout cas, c'est sûr qu'avec les moyens dont ils disposent, ils ont de très très loin un avantage énorme sur le reste du monde. Donc vous voyez encore quelques satellites russes qui sont lancés, et puis surtout, vous commencez à voir apparaître des satellites européens militaires, Helios ayant été le premier, et des satellites chinois, et puis des satellites japonais, depuis qu'en 1998, décision d'un programme de satellite dual qui a été mis en place à la suite de ce fameux tir de Taepodong qui est passé au-dessus du Japon et pour lequel le Japon n'avait pas été prévenu par leurs alliés américains, ce qui a été quand même le grand traumatisme et qui a incité le Japon à se doter de ses propres moyens d'information. Et la partie haute du graphique ici que vous voyez, ce sont les satellites civils d'observation de la Terre. Et ces satellites civils, on voit bien que là aussi, ils sont de plus en plus nombreux. Et comme leur amélioration en termes de résolution devient de plus en plus nette, ces satellites ont aujourd'hui des résolutions de 1 mètre relativement couramment, surtout les satellites américains, mais il y a aussi des satellites indiens qui ont 1 mètre de résolution, voire de 50 cm. Et en tout cas, ils ont induit un nouveau phénomène dont on parle en général assez peu, mais qui est le phénomène de la transparence. Et qui fait que finalement, on arrive à une autre forme de stabilité et de contribution à la sécurité internationale, qui est tout compte fait, et on le voit bien dans la gestion des crises, de fournir des moyens d'information qui ne soient plus réservés soit aux États-Unis, soit à la Russie, soit à la Chine, mais qui maintenant existent sur la scène internationale. Et c'est assez amusant parce que Ram Jacob, qui était là donc la semaine dernière, m'a envoyé ce matin un compte-rendu dans lequel un certain nombre de pays de BRICS reprenez la piste qu'on avait évoquée justement lundi dernier d'une agence internationale de surveillance par satellite de la sécurité internationale en proposant finalement de s'entendre pour se donner les moyens de fournir à la communauté internationale des outils d'évaluation de situation qui soient des outils accessibles à tous avec l'idée justement de pouvoir calmer les niveaux de jeu. Sauf que, à mon avis, aujourd'hui le problème ne se pose plus tellement sur l'observation de ce qui se passe sur Terre, mais beaucoup plus sur l'observation de ce qui se passe dans l'espace. Puisque maintenant, aujourd'hui, ne sont capables de suivre l'ensemble des satellites et donc de voir les menaces éventuelles et les attaques éventuelles que les États-Unis et dans une moindre mesure la Russie. Sachant que l'Europe aujourd'hui ne dispose que de moyens partiels
la Chine également, et que notre autonomie de décision et notre autonomie d'évaluation de la situation est extrêmement limitée par le fait que nous n'avons pas cette capacité d'observation complète dans l'espace, qu'on appelle la SSA, la Space Situation Awareness, et sur lequel les Européens envisagent depuis des années et des années de se doter de moyens conjoints qui seraient mais qui paraissent quand même aujourd'hui dans les évolutions stratégiques qui étaient faites précédemment et par Christian et par Nicolas, paraissent quand même une chose absolument indispensable à imaginer. Alors, la permanence, donc j'y reviens, c'est les liens entre le nucléaire, les missiles et l'espace, on l'a bien vu. C'est le cas de la Corée du Nord, c'est le cas de l'Iran. Alors, c'est intéressant parce que si on prend les 3 derniers entrants du club spatial, donc on est bien d'accord, on a pris la question sous des angles différents, on est tous d'accord ici que finalement, c'est la capacité à lancer dans l'espace qui crée véritablement la puissance spatiale, qui lui donne sa légitimité en tant que puissance spatiale. Or, si vous regardez les 3 derniers entrants, vous avez l'Iran, la Corée du Nord et la Corée du Sud. Et là, on va décider de faire une coupure d'analyse assez brutale, puisqu'on va décider que la Corée du Nord et l'Iran, en tant que Rogue Nations, représentent des proliférants complexes entre leur programme spatial et leur programme balistique, et on va sortir la Corée du Sud, finalement, de ce club des mauvais, pour dire que la Corée du Sud, tout compte fait, elle fait du spatial purement civil qu'elle fait quand même en coopération avec la Russie, et pas en coopération, comme on pourrait s'y attendre, avec les États-Unis ou avec l'Europe. Alors pourquoi la Corée, tu l'as évoqué, tu m'as laissé là, merci Christian, pourquoi la Corée du Sud finalement a choisi la Russie? Ce sont essentiellement pour des raisons économiques. Des raisons économiques et des raisons, je dirais, globale de la part des États-Unis qui ne souhaitaient pas non plus renforcer particulièrement les capacités potentielles de la Corée du Sud dans un domaine où la proximité missile-lanceur existe, même s'il ne faut pas l'exagérer comme tu le soulignais précédemment. Et ça a donné lieu à des choses assez intéressantes, y compris, je dirais, la demande par la Corée du Sud, juste après son lancement, que les États-Unis reconnaissent qu'elle était une puissance spatiale et que la Corée du Nord ne l'était pas, ce qui était extrêmement important pour les Coréens du Sud. Et finalement, les États-Unis en 2013 ont déclaré que tout compte fait, ce qui faisait que la Corée du Sud n'était pas véritablement une puissance spatiale, n'était pas membre du club spatial. C'était plus intéressant que ça comme expression. On ne pouvait pas dire qu'elle était membre du club spatial parce que pour être membre du club spatial, il fallait être transparent. Et que la Corée du Nord n'était pas transparente. Bon, c'est un argument qui a quand même tout à fait ses limites. Il y aurait d'autres raisons qu'on pourrait donner, qui sont que effectivement, l'intérêt du spatial, c'est quand vous pouvez quand même l'intégrer à partir d'un certain niveau économique, si vous parlez du spatial civil, et à partir d'un certain niveau de capacité militaire, si vous parlez du spatial militaire. En tout cas, cette idée de contrôler les compétences spatiales dans le cadre d'une sécurité internationale, c'est une très ancienne idée, puisque les Indiens, encore aujourd'hui, se souviennent avec beaucoup d'amertume de l'affaire du GSLV en 1993, dans lequel les États-Unis avaient finalement interdit à la Russie de transférer des technologies dans le cadre d'un contrat commercial en faisant appel aux limitations du MTCR et en mettant une pression très, très, très nette sur la Russie, en mettant en balance la contribution de la Russie à l'ISS, donc à la Station spatiale internationale, ce qui voulait dire en gros pour la Russie la survie de son système spatial ou le maintien de cet accord qui avait été passé avec l'Inde, et la Russie avait choisi effectivement l'ISS à une époque où la Russie, en plus, on a un petit peu oublié aujourd'hui, mais on était quand même dans un contexte où la Russie espérait encore pouvoir rejoindre une alliance avec les États-Unis, qui était une alliance certes ambiguë, mais qui était quand même à l'époque ce qui était affiché comme volonté russe. Bon, les permanences, c'est cette dimension symbolique. Si l'Iran et la Corée du Nord choisissent quand même de devenir un pays lanceur, c'est certes pour des raisons d'affichage de modernité, d'affichage de capacité à maîtriser des hautes technologies, mais aussi parce que ça les crédibilise en tant que puissance militaire potentielle. Et les changements, eh bien, ce sont les évolutions technologiques, le contexte international qui vient d'être souligné, et la distinction des filières, ce que tu avais évoqué. Alors cette planche, je ne vais pas m'étendre dessus très très longtemps, mais elle est intéressante parce que
j'ai représenté à la fois les pays qui possèdent des missiles balistiques, hein, donc c'est les ronds saumons que vous voyez dans le pays, des pays qui possèdent des lanceurs, et puis les pays qui ont à un moment ou à un autre envisagé de développer des capacités nucléaires. Et donc là, on voit bien quand même qu'on se retrouve avec un schéma assez particulier qui recoupe un peu celui que tu évoquais tout à l'heure. Alors, je ne vais pas durer trop longtemps là-dessus parce que je voudrais faire un commentaire un petit peu plus long sur cette planche-là. Alors cette planche-là, donc c'est la première fois que je faisais ça, c'est-à-dire que j'ai décidé de mettre en regard à la fois les éléments technologiques et les éléments de politique nationale. Et donc, j'ai fait, pour des raisons de lisibilité, cette fois-ci par tranche de 5 ans, hein, globalement. Donc, vous avez ici 5 ans de lancement cumulé. La courbe des lancements, c'est la courbe jaune que vous voyez, donc vous voyez bien qu'elle décroît de manière extrêmement nette jusqu'en 2005, qu'elle remonte un peu depuis, mais on est quand même encore très très loin des pics dans lesquels on pouvait être dans les années 1980. Et ce que j'ai représenté donc, dans la partie basse, c'est les très gros satellites. Et là, j'illustre, je crois, ce qui vient d'être dit sur le fait qu'on lance de moins en moins de très gros satellites et qu'on lance de plus en plus de petits satellites. Alors, sachant que sur cette planche, j'ai à la fois des satellites civils et des satellites militaires. Hein. Mais cette tendance aux petits lanceurs et aux petits satellites, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans le domaine civil, bien évidemment, et pas seulement dans le domaine militaire. Ce qu'on voit, c'est donc l'effacement progressif de l'Union soviétique puis de la Russie. Et ce qu'on constate en même temps, d'ailleurs, et ça c'était lié à des structurations très particulières hein, du monde spatial, de l'industrie spatiale russe et soviétique, c'est-à-dire que les défauts et les difficultés en informatique et en électronique faisaient qu'ils n'ont jamais miniaturisé et qu'ils n'ont jamais su miniaturiser et que donc ils avaient très gros satellites et très gros lanceurs, ce qui au demeurant pouvait fonctionner de manière tout à fait satisfaisante. Et puis ce qu'on constate aujourd'hui, c'est quand même la présence qui est maintenant totalement prédominante des États-Unis à partir des années 1996 dans tous les types de lancement. C'est-à-dire qu'en fait, l'hyperpuissance spatiale aujourd'hui, vous allez la retrouver en train de jouer, que ce soit dans les gros satellites où elle est encore présente, mais là-dedans, par exemple, vous avez des éléments de lancement de la Station spatiale internationale, mais aussi les différents types d'applications, satellites de télécommunications, satellites d'observation de la Terre, etc., etc. Si bien qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où les États-Unis créent les conditions technologiques globales, les conditions stratégiques globales d'usage de l'espace, puisque finalement, eux savent fabriquer ces petits satellites. Hein. Aujourd'hui, les petits lanceurs et les petits satellites commerciaux sont quand même essentiellement américains, surtout pour les plus petits. Alors, on avait eu une expérience qui avait été faite par les Anglais dans l'université de Surrey, mais là, on a quand même basculé dans un autre domaine. Et on assiste aujourd'hui à une structuration d'un monde de l'activité spatiale dans lequel la notion de stratégique, hein, et il me semble que c'est quand même extrêmement important à souligner, cette notion de stratégique, il faut la concevoir dans tous les domaines. C'est-à-dire que, par exemple, je vais prendre un exemple très concret, hein, pour nous, Européens, quand les Européens ont décidé de faire le système de navigation Galileo, l'affichage, le mot qui a été employé, c'est de dire que c'était un système stratégique. Or, on sait bien que Galileo n'était pas porté par la volonté des militaires, hein, qui étaient d'autant moins volontaires qu'ils craignaient surtout de devoir payer. Donc, en général, ça a un effet assez dissuasif, et donc ils étaient plutôt en retrait en disant que pour ce qui était de leurs besoins, le GPS correspondait parfaitement à leur satisfaction. Mais pourquoi c'était stratégique ? C'était stratégique parce que c'était, je dirais, une capacité technologique qui allait être indispensable pour toute une gamme d'applications qui était derrière. Et cette gamme d'applications, finalement, elle jouait du téléphone portable jusqu'éventuellement à l'aviation civile, à partir du moment où on fera atterrir et décoller des avions par, bon, c'est pas encore tout à fait le cas, mais on y vient par navigation par satellite. Et donc, il était effectivement stratégique pour l'Europe de maîtriser cette technologie et d'offrir une alternative au système américain
ou au système russe. C'était d'autant plus étonnant que moi je me souviens très bien quand j'ai été aux États-Unis à ce moment-là, les Américains étaient persuadés qu'on voulait faire un système militaire concurrent de GPS. Il était très difficile, et ils s'appuyaient sur ce mot stratégique, et il était très difficile de leur faire comprendre que pour des Européens, stratégique pouvait avoir un tout autre sens que purement militaire. Il y a un autre élément stratégique, c'est celui de la reconnaissance régionale. Alors on a évoqué, je ne sais plus à laquelle des conférences, l'ambition des Émirats arabes unis de lancer un satellite sur Mars pour 2025, je crois, ou 2021, enfin ce qui est quelque chose d'absolument fascinant. Alors ils doivent même avoir annoncé 2021 et moi je dois avoir reporté mentalement à 2025 tellement ça me paraît difficile pour 2021. C'est d'autant plus étonnant que les Émirats arabes unis annoncent que ce sera un lanceur émirati, d'une base de lancement située aux Émirats arabes unis, elle n'existe pas, avec un système qui, pour aller sur Mars, nécessite quand même une certaine compétence. Et le discours qui est affiché, c'est la grandeur de la science arabe, avec tout un discours officiel que vous allez trouver là aussi sur Google et qui est extrêmement intéressant, et qui est de dire il faut que l'ensemble des frères arabes retrouvent leur fierté, la science arabe au Moyen-Âge l'emportait sur toutes les autres sciences, nous avons eu une phase d'éclipse, mais maintenant nous revenons et nous serons la prochaine puissance à aller sur Mars. Alors, quelle est la crédibilité de la chose? J'en sais rien. On sait qu'ils ont effectivement pris contact avec les Indiens qui ont réussi une mission martienne à très faible frais, puisque c'était le prix du film Gravity. La dernière mission martienne des Indiens, Mangalyaan, a coûté, en crores ou en dollars, comme vous voulez, le même prix que la réalisation du film Gravity. Donc les Indiens en sont très fiers. Alors je souligne toujours une petite différence qui est que le retour dans les entrées en salle n'a pas été le même, quand même, parce que il y a quand même eu un retour économique sur Gravity qu'il n'y a pas eu sur Mangalyaan, mais en termes de recours de prestige, et là encore c'est de la compétence régionale, l'Inde s'est crédibilisée de manière tout à fait évidente par rapport à la Chine, dont on avait beaucoup parlé, mais qui n'a pas réussi encore à envoyer une mission vers Mars. Et de la même façon, l'idée des Émirats arabes unis, c'est de reprendre une crédibilité régionale dans un contexte dont on sait combien il est troublé, avec apparemment une image très pacifique. On revient sur cette année géophysique internationale. Aller sur Mars, ça paraît tout à fait une activité civile, sauf que si effectivement on est quand même capable d'avoir un lanceur qui se développe aux Émirats, une base de lancement, etc., vous êtes quand même en train de construire un substrat dont je ne suis pas sûre que ça fasse toujours extrêmement plaisir à l'ensemble des États de la région. Ni d'ailleurs forcément aux États-Unis, bon, je pense que ça va être un sujet assez compliqué. Alors, l'autre idée qu'ils ont eue, c'est la même idée que les Brésiliens en leur temps, c'était de faire appel donc à un système ukrainien, sauf que le petit défaut du système ukrainien dans le contexte actuel, c'est que les moteurs sont russes. Donc là, on peut imaginer des petites difficultés d'approvisionnement récurrentes. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que finalement, aujourd'hui, vous avez l'ensemble de ces enjeux stratégiques, et puis vous avez des conditions nationales spécifiques, avec bien sûr cette question de la dualité, qui est quand même extrêmement importante, et des différences des filières. Ça m'amène à dire qu'aujourd'hui, on est dans un monde, et ça c'est aussi la grande différence, qui est celui de l'hyperpolarité d'une certaine façon et de l'hyperpuissance américaine, qui dans le domaine du spatial est une évidence que personne ne songerait à nier, mais en même temps avec l'accession par probablement ces petits lanceurs et ces petits satellites, peut-être, d'un club spatial un petit peu plus ouvert, ou en tout cas d'un nombre d'acteurs, et les BRICS se mettent dans cette configuration, je ne sais pas jusqu'où ça ira, mais en tout cas c'est l'affichage pour garantir une forme d'augmentation minimale des capacités, on va dire. Si bien que l'espace est présenté comme un outil de sécurité internationale. Et donc je terminerai quand même pour revenir sur ce que vous disiez précédemment, l'un et l'autre d'ailleurs, c'est que j'ai représenté sur cette planche l'ensemble des satellites qui ont été lancés depuis 1957 avec la nationalité, donc vous voyez que les Russes ont lancé plus de 3500 satellites, là où les Américains en ont lancé 2060. Ça ne veut pas dire grand-chose quand vous savez que certains des satellites soviétiques duraient 3 jours,
Donc, bien évidemment, ça ne veut pas dire ça. Ça explique en revanche pourquoi ils ont des moyens de lancement qui sont aussi fiables, aussi performants et aussi peu coûteux, parce qu'ils ont quand même eu le temps de s'entraîner. Mais en revanche, ce que vous pouvez noter, c'est par exemple le recours. Alors là, vous voyez, les parties colorées que vous trouvez dans le coin du carré correspondent au nombre de satellites qui ont été lancés par des pays tiers. Et là, par exemple, vous voyez à quel point la Russie reste un pays complètement atypique, puisqu'elle est la seule qui n'a jamais fait lancer aucun de ses satellites par un pays tiers. Et c'est pour des raisons, d'abord parce qu'elle a des bons lanceurs, ensuite parce qu'elle a relativement peu de satellites, et puis troisièmement parce qu'elle est relativement isolée, je dirais, d'une dimension économique et concurrentielle, à la différence de l'Europe, que vous voyez ici, où on voit bien que notre préférence européenne sur le lanceur Ariane, elle n'est quand même pas, elle n'est pas garantie. Alors, attention, j'ai fait le total des lancements. Donc, dans les années 70, on a lancé quelques satellites, on n'avait pas encore Ariane, mais c'est pas du tout la seule explication. Et puis, moi, ça me permet de faire des typologies. Alors, typologies un petit peu différentes, mais qui ont quand même mettent en valeur d'autres éléments stratégiques. Moi, je parle spatial, je ne parle pas nucléaire et je ne parle pas missile. Donc, dans le domaine purement du spatial, ce que vous voyez, c'est quand même des groupes d'États où on voit bien que le Japon, l'Europe, l'Inde, la Corée du Sud, qui est là en tout petit mais qui existe, se crédibilise, se marque par cette espèce d'importance du spatial civil et du spatial économique qui est finalement au cœur de leur approche stratégique et de leur dimension stratégique. Je vois que vous arrachez les yeux pour essayer d'y voir quelque chose. Le pays. Ah non, non, c'est rien du tout. C'est pour ça qu'il est planté au milieu de nulle part. C'est l'Organisation internationale des télécommunications et qui, c'était pour montrer justement comment les organisations internationales. J'ai cherché quel était ton pays, je ne le voyais pas du tout. D'accord, ok. Mais par exemple, vous avez des choses sur Israël qui sont assez étonnantes. Par exemple, le nombre de satellites israéliens qui est lancé par la Russie, vous voyez. Donc, il y a quand même cette vision stratégique qu'on peut avoir de l'activité spatiale, elle gagne, à mon avis, à être appliquée sur le réel et sur le nombre de satellites qui existent, parce que finalement, je pense qu'un certain nombre de grandes visions qu'on a, en particulier sous l'effet de comment dirais-je, la créativité des think tanks américains, elles sont quand même, à mon avis, un petit peu biaisées. Et de revenir au concret, au nombre de satellites lancés, par qui, pourquoi, comment, avec les époques, je trouve que ça fait toujours beaucoup de bien. En tout cas, bon, comme tout géographe, il me faut un terrain, donc de toute façon, c'était comme ça que je prenais les choses par définition. Et donc, vous avez ces cas particuliers, et puis vous avez d'autres cas où là, quand même, vous avez des cas d'isolement qui sont assez nets. Donc, la Russie, la Chine, bien évidemment, et d'une certaine façon les États-Unis, dont on voit bien quand même à quel point c'est essentiel. Voilà, donc comme je voudrais quand même vous laisser du temps pour les questions, je crois que je conclurai là-dessus. Merci beaucoup.